format qui s'appelle Versus. Alors c'est une émission interview, on va plutôt appeler ça une interview, un peu particulière. On a eu l'idée de cette émission, de cette interview, pour l'événement de mars qui est la lutte pour le droit des femmes. Et on voulait un peu jouer sur cette thématique, jouer pas dans le sens un peu, voilà. C'est vraiment juste trouver une idée un peu originale parce que c'est vrai qu'en mars, il y a beaucoup d'événements autour de ça. Et pour éviter les redondances, et je ne dis pas du tout par là que tout le monde fait la même chose, attention, ce n'est pas ce que je dis, mais justement, pour pas copier sur les autres de choses originales qui a été fait, nous on voulait prendre cette thématique un peu dans un autre sens qui est autour de la lutte. Parce que la lutte pour le droit des femmes, tout commence par une lutte en fait pour obtenir quelque chose. Et nous on voulait vraiment se focaliser sur cet aspect lutte. Et comme c'est les femmes aussi qui sont mises à l'honneur, donc du coup c'est une lutte sur l'histoire d'une femme. Et pour cette première, c'est moi qui me lance. Je suis Nilsen Chunka, présidente de l'association Good Luck Paris, une association connectée. Et en même temps, je suis Nils Katoun, twitcheuse gaming sur Twitch. Donc voilà, l'objectif à travers cette interview, c'est que c'est moi qui vais me poser mes propres questions. Parce que ce que je vais essayer de ressortir, c'est une lutte que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui, du haut de mes 25 ans. Oui, j'ai déjà vécu ça. Je pense que même plus jeune on peut, même plus tard, enfin, il n'y a pas d'âge pour ça. Et voilà, enjoy. Pour parler de ma lutte, en fait, c'est un peu particulier parce que c'est... Enfin, en fait, je pense que c'est un peu la même pour tout le monde. Ce n'est pas une lutte à un moment précis, c'est plus crescendo. Ça s'est fait sur une durée assez importante pour moi, en tout cas. Je pense que ce n'est pas la même durée pour tout le monde, selon l'âge et l'expérience. Du coup, je dois revenir à cette période. Donc, ça a commencé pour vous retracer un peu. J'étais étudiante à la Sorbonne en lettres modernes. Ouais. Totalement différent de ce que je fais aujourd'hui, je vous l'accorde. J'étais bien pépouse, tranquillement, en train de faire ma petite vie d'étudiante. Voilà, j'ai rien plus à ajouter sur cette période. C'était un peu comme tout le monde aurait vécu ces années étudiantes, je pense. Rentrons dans le vif du sujet. Du jour au lendemain, j'ai appris qu'une proche de moi, de ma famille proche, ce n'est pas une cousine lointaine, qui a eu un cancer. Et encore je vous épargne les détails parce que juste avant elle avait eu un problème de dos qui l'a alité 1 an, bref, on rentre dans le vif du sujet, on y retourne. Donc du coup j'ai appris qu'elle avait un cancer et à ce moment là dans ma tête c'était assez clair, c'était études ou ma proche et en fait c'était clairement pas un choix. J'ai fait ok, bon bah demain on va à l'hôpital à quelle heure? Donc c'était un peu comme ça que ça s'est passé. J'ai arrêté l'école d'un coup, je me suis occupée d'elle à 100%, j'ai donné tout mon temps pour m'occuper d'elle et c'est ça qui a peut-être un peu déclenché ce truc de t'es hors du temps en fait. C'est très très bizarre ce que je vais dire, mais vraiment t'es dans une telle matrice que tu n'es plus connecté à la vie réelle en fait. C'est très très bizarre. Je peux pas l'expliquer, je pense que seuls ceux qui l'ont vécu pourront vraiment comprendre ça. Et du coup ça fait que j'avais plus de vie sociale, ma vie familiale se résumait à ça. Au final j'ai d'autres proches, pas par lien de sang mais par lien de cœur, que même eux je n'ai pas pu les voir. Ma meilleure amie je l'ai laissée sans nouvelles pendant 1 an. Enfin c'est vraiment une psychologie assez particulière. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo en fait, parce que du coup tu ne peux pas sortir de chez toi, la seule activité que tu fais c'est pour te changer les idées et je me suis un peu réfugiée là-dedans. Et parfois ce qui est vraiment trop bizarre à dire mais c'est vraiment la vérité, les seules personnes à qui je parlais c'était sur les jeux vidéo en fait, parce que t'es dans une autre psychologie, je peux pas dire ça autrement. Donc voilà un peu par où je suis passée au début, ce qui a duré assez longtemps quand même. Et ce qui m'a fait un peu sortir de cette bulle assez violemment, c'est qu'on a eu des soucis un peu financiers à la maison. Sans rentrer dans les détails toujours, faut pas que je rentre dans les détails, ce serait trop long. Donc du coup à ce moment-là je me suis dit ah oui, d'accord, qu'est-ce qu'on fait en fait à ce moment-là? Et elle m'a dit bah non t'inquiète pas, on va s'en sortir machin et tout. Et je me dis ouais mais en fait non, elle doit porter sa maladie, elle va pas non plus me porter moi en fait, c'est juste pas possible.
Et à ce moment-là, je suis allée aux premières portes qu'on toque quand on a mon âge et qu'on est dans ma situation, c'est Pôle emploi et mission locale. Franchement, c'est des portes qui m'ont vachement aidée à leur façon en fait, parce qu'elles fonctionnent pas de la même manière, mais je peux pas rentrer dans les détails, ce serait trop long. En tout cas, ce que je peux dire factuellement, c'est que à la mission locale, mon conseiller, qui est aussi mon super-héros actuellement, a fait je ne sais pas, des miracles peut-être, on peut appeler ça comme ça, pour me trouver des entretiens d'embauche de qualité. Genre vraiment, je pense qu'après, chacun a sa personnalité, sa manière d'être aussi. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas convenir à tous les emplois, et ça je le conçois, et lui il l'a vu comme ça. Et du coup il m'a même trouvé un entretien pour un truc absolument incroyable, pour une compagnie aérienne, pour travailler dans les... comment on peut dire ça, dans les espaces un peu privés, vous voyez, en mode un peu serveuse, j'ai pas les termes, mais à l'époque je les aurais eu. Mais là je les ai un peu oubliés, mais vraiment un truc un peu hype, quoi, vous voyez. Et par contre, le seul problématique, c'est que ça demandait un peu de temps. Et bref, il y avait beaucoup de contrôle sur la personne, machin, si t'as fait de la prison, enfin vraiment des trucs assez fous. Et en même temps, en fait, du coup, parce que je savais, surtout ça faisait beaucoup de pubs, ils communiquent vachement bien du coup à ce sujet, c'est que dans les fast-foods, ça va très vite. Quand tu essayes d'avoir un emploi dans, je vais pas citer le nom, mais dans un fast-food, ça va assez rapidement, et puis on a embauché assez rapidement, et moi ma situation était carrément urgente. Ce que j'ai fait, c'est que en parallèle, du coup, je faisais aussi l'entretien que m'avait trouvé mon conseiller de la mission locale, et de l'autre côté, j'étais en train de passer les entretiens pour le fast-food, pour pas dire son nom. Et un truc assez fou, comme quoi vous voyez dans la malchance, entre guillemets, j'avais quand même un peu de chance, c'est que j'ai réussi tous mes entretiens. La personne que vous voyez là aujourd'hui, c'est la personne qui a traversé beaucoup de choses. Vous voyez, à l'époque, j'étais timide, réservée et peureuse, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer, parce que du coup, j'ai failli perdre ma proche et tout. Enfin, c'est une psychologie particulière, je vous l'ai dit. Et du coup, du haut de mes, je sais plus, j'avais quel âge, 21 ans, un truc comme ça, toute peureuse, jamais connu le monde professionnel, on sort de scolarité, on a passé des trucs pas très cool dans sa vie, passer des entretiens, c'est le stress mortel, enfin bref. C'était fou, et je les ai tous réussis, je ne sais même pas comment, mais après on m'avait bien chargé derrière. Hein. Mon conseiller de la mission locale, enfin mon super-héros du coup, il m'a trouvé il m'a fait des entretiens tests, il m'a expliqué plein de trucs, enfin il a pris tellement de temps pour moi, bref c'était incroyable. Au Pôle emploi, il proposait aussi j'ai envie de dire séminaires, ce n'est pas du tout le mot, des entretiens tests aussi en fait, mais c'est plus en mode cours, enfin en réunion avec plusieurs personnes, bref. En tout cas, on m'avait donné de bonnes valises pour aller à ces entretiens. Et à la fin, j'étais acceptée partout. Et évidemment, j'ai dû prendre celui qui était le plus rapide, ça veut dire le fast-food. Alors qu'il y avait clairement l'entretien du coup pour le truc de l'aéroport et tout, mais c'était trop long. Du coup, j'ai fait le fast-food autant que j'ai pu. Ça paye. Il me fallait de l'argent. Sans rentrer dans les détails toujours. Et au final, avec le Pôle emploi, j'ai eu aussi une mission qui était sur 1 ou 2 week-ends, je ne sais même plus, pour les réseaux de transport. Et je me souviens, en fait, j'ai un souvenir qui est resté gravé dans ma tête, qui n'était pas forcément traumatisant, mais vraiment très douloureux en fait. C'est que à ce moment-là, du coup, je faisais la semaine au fast-food, et ce week-end-là, j'avais une journée de 10 ou 11 heures d'affilée pour cette mission. Du coup, j'avais pris les plus gros blocs parce que j'avais besoin de sous, tout simplement. Et je me souviens encore que du coup, ma proche a dû m'y emmener parce qu'elle refusait que j'y aille à pied, parce que ça commençait très tôt le matin et que ça lui faisait trop mal en fait, parce que elle disait mais ma pauvre, t'es tout le temps avec moi, t'es tout le temps en train de faire les trucs de santé, quoi, je sais pas, les rendez-vous, les scanners, les machins et tout. La semaine, tu te tues à ce fast-food de merde. Et là, tu vas te taper 10 heures, bordel. Et donc, du coup, je me suis tapé 10 heures avec très peu de sommeil. Je sais plus, il y avait une urgence à l'hosto ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'était une 24 heures de mission impossible avec la chanson et tout. Enfin, c'était vraiment fou.
Et donc voilà, c'était un souvenir qui m'a bien marqué, mais je pense que on peut voir aussi le côté positif de ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que j'ai gagné beaucoup de confiance en moi, en fait. Quand tu dépasses tes limites, surtout dans la situation dans laquelle j'étais, où je vous ai dit le truc psychologique, c'est assez particulier comme psychologie quand on vit ça, on est dedans. Tu te dis mais j'ai réussi là. J'ai fait ma semaine, j'ai fait mon week-end, j'ai réussi à tout tenir en fait. Et c'est très... c'est pas satisfaisant parce que du coup ça te tue la santé, mais tu te dis ok, je vaux peut-être plus que ce que j'imagine en fait. Voilà, j'ai fait ma session parce qu'on avait besoin d'argent en urgence et je suis tombée sur les meilleures personnes. Je vous ai dit mon super héros là. Il m'a tellement aidée, c'était vraiment fou. Dans un moment où t'es toute seule et tu te lances dans un truc où tu connais rien et que t'as des personnes comme ça aussi impliquées qui t'aident, ça fait la différence en fait. Et je sais où toquer si j'ai besoin d'aide pour un truc en plus. Et donc on en vient à la partie un peu plus fun. Qui est mon rêve à l'époque, je l'ai appelé comme ça parce que c'était sur un soir, les détails je les donnerai peut-être plus tard, mais en tout cas un soir je débarque et je dis ah ouais, mais qu'est-ce que ce serait cool qu'on ait une salle de jeu en fait, qu'on crée une salle de jeu parce que c'est un manque. Moi j'adorais qu'il y ait des salles de jeu où je peux aller pour jouer et tout en ligne machin. Je vous l'ai dit, j'étais vachement, je me réfugiais, c'était vraiment un refuge, c'est à ce point là quoi, c'est un antre de tranquillité et de défoulement aussi, d'une certaine manière. Et du coup, je me dis, mais purée, mais on devrait créer une salle de jeu. C'est un manque et il faudrait vraiment qu'on en ait une et qu'on puisse y aller pour jouer et tout, avec un vrai matériel, etc. Et je balance l'idée comme ça un soir et avec mon frère, on se fait un rêve pas possible autour de ça, on monte un projet dans notre tête, enfin c'est assez drôle et de manière récurrente avec ma mère, mon frère et tout, on se pose et on parle dessus en rigolant. Et heureusement, enfin ça me fait penser à un autre truc, mais en fait heureusement que j'ai du coup cet entourage autour de moi. Ça veut dire que plutôt de dire ah ouais mais tu rêves en fait ma fille là, redescends un peu sur terre. Et maintenant il se lance dans le délire avec moi, il continue, il m'encourage même, et en fait tout ça a beaucoup aidé d'avoir vraiment une famille qui me soutient plutôt qui me réfrène, vous voyez. Et ça c'était un truc vraiment important pour moi parce que du coup c'est là que je me suis dit mais en fait attends, c'est un rêve parce que c'est dans ma tête, mais si je le mets sur le papier ça se concrétise et si je travaille pour le réaliser, là tout de suite ça devient un projet. Et je me suis dit ok, je vais passer les étapes tout simplement. C'est trop bien, ça a l'air tellement réalisable. Quand j'en parle autour de moi pour rigoler sur les jeux, les gens ils disent mais carrément en fait c'est trop bien ce dont tu parles, vas-y fais-le, on viendra, on est tes premiers clients. Et quand t'as autant d'engouement autour de ça, et bah tu dis mais vas-y je le fais en fait. Et qu'un projet passe de l'étape de rêve à l'étape de vraiment projet réalisable, ça ne dépend que de toi en fait. Vraiment, c'est très important. Parce qu'on a trop l'impression qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et on dit ah ouais mais il faudra de l'argent, ouais mais je peux pas, ouais mais il faut ça, ouais mais je peux pas, ouais mais j'ai pas ça, j'ai pas... Ça s'obtient, ça se travaille et ça s'obtient. Allez, je clôt le chapitre. Donc du coup, le rêve qui devient projet. Vraiment, au début, je suis les mains dans les poches. Ça veut dire qu'en fait, je suis à un stade où je me dis déjà, je fais le premier pas et c'est déjà incroyable. Et ça l'était, hein, clairement, oui. Si j'avais pas fait ça, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, en fait. Je crois que c'est ma mère qui me lance en me disant mais tu sais, il y a des trucs qui aident les jeunes. Et je fais ah, ok, c'est cool. Et je m'inscris à un programme, c'est le programme MoveJ de... 2019 si je dis pas de bêtises, c'était en tout début d'année, donc du coup je m'inscris, vraiment je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Il y a un formulaire d'inscription, enfin pour soumettre son idée en gros à remplir. Il y a des termes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, genre je fais des recherches internet sur quasiment la totalité de ce que me demande ce truc d'inscription. Je fais ça à l'arrache entre deux parce que du coup je continue à bosser, je m'occupe de ma proche, etc. C'est très très compliqué et très lourd, mais je me dis écoute, tu t'es lancé, tu le finis. À plusieurs reprises je suis en mode j'ai tellement pas ce qu'il faut, laisse tomber. Et ma mère qui me dit non, que
clairement juste non, en fait tu vas le faire, quoi qu'il t'en coûte, tu le fais. Je suis en mode bon ok, et je le fais. Clairement on va pas se mentir, je le bâcle, parce qu'en fait c'est pas bâclé, c'est juste que je l'avais travaillé, mais juste j'avais pas les connaissances à ce moment-là. J'avais ce qu'il y avait sur internet quoi. En gros. Et donc du coup voilà, j'envoie le truc et je me dis allez, c'est fait, on verra ce que ça donne, au moins j'ai fait le truc quoi. Et c'est déjà le premier pas, c'est quand même cool, tu vois, t'es un peu fière et tout, au départ c'est dans ton cercle perso, tu vois, cette idée. Donc ce projet, ce rêve au final au début. Et là, quand tu le donnes à d'autres et que tu donnes l'info, quoi, ça veut dire que d'autres gens vont juger un peu ce que tu as fait. Là, ça fait un truc. Tu dis, purée, ça a dépassé le cercle perso, ça y est, quoi. Et les gens vont juger, t'es un peu inquiète. Mais bon, je me dis, je m'en fiche, c'est une bonne idée. De toute façon, peut-être même qu'ils comprendront même pas le projet parce que c'est vraiment un truc un peu, malheureusement, de jeune. Et là, surprise générale, je suis prise au premier tour. Donc ça veut dire que j'ai passé par une deuxième de jury, et c'est en physique à l'époque. Donc voilà, donc je suis pas prise évidemment, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Je suis pas prise, mais en tout cas c'était ma première expérience et c'était vachement cool. Ensuite arrive, je crois que c'était en mai-juin, je reçois un mot de Pôle emploi qui me dit bonjour, il y a un programme blablabla, voulez-vous vous inscrire pour évidemment mon projet, parce que du coup à Pôle emploi, suite à un rendez-vous avec la conseillère, vous pouvez dire voilà, je cherche à créer une entreprise, et il vous coche un petit truc et en gros vous êtes créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise, et du coup vous faites partie d'une boucle où vous avez certaines informations liées à ça. Et là je reçois un mail de nulle part. J'aurais adoré vous dire le nom de la personne parce que je l'ai encore en tête après tout ce temps, tellement ça m'a marqué. Et je ne comprends rien et je fais let's go quoi. Allons-y, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'ils me veulent, j'ai rien compris mais c'est parti, let's go. Et du coup j'envoie mon dossier, un dossier complet, il faut une vidéo de 5 minutes 00, enfin c'est de 3 minutes, de 5, non je crois que c'est de 3 minutes parce que c'était assez compliqué quand même, je crois que c'est 3 minutes, enfin bref. À l'époque, du coup j'étais entre deux situations compliquées, vous savez. J'ai vraiment fait très peu de recherche, ce qui est très peu professionnel, mais vraiment j'ai juste fait pour faire parce que je pouvais le faire mais sans plus quoi, ça veut dire que j'avais trop de trucs à côté donc sans plus. Et j'envoie et je reçois un retour. Vous allez pouvoir participer à l'entretien physique. Et donc le premier entretien arrive et je l'ai très mal vécu. Si vous passez par là, programme 3-2-1 et Fondation Ardian, j'ai très très mal vécu ce premier entretien. Pour moi, j'avais tout foiré. Vraiment, je suis sortie dehors. En plus, ma proche qui m'attendait trop... Ah là là, bref, on a vécu des choses et elle m'a attendue pendant tout le temps de l'entretien parce qu'elle voulait le vivre avec moi, elle voulait être là et tout. Et elle m'a attendue dans ce café, en plus je me suis perdue en voulant la retrouver à la fin de l'entretien. Et j'arrive et je fais c'est mort, hein, c'est pas grave, la chance nous viendra peut-être d'ailleurs. Bon, on l'a fait, tu vois, mais j'ai dit c'est impossible, je l'ai pas senti, je me sentais pas à l'aise, etc. Et je ne sais comment, vraiment je ne sais pas comment, j'ai été prise. Sans blague, j'ai été prise. Ils ont dû se tromper de nom, l'adresse c'est pas la bonne, on parle pas du même programme, il y a un truc qui cloche. Et non, j'ai été prise. C'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Et du coup, c'est parti pour le programme 3-2-1. La chance de ma vie. Enfin, chance. J'aime pas dire chance. L'opportunité. Voilà, de ma vie. Ce serait trop long de tout raconter, mais c'était hyper enrichissant, que ce soit au niveau humain, au niveau social, au niveau professionnel, à tous les niveaux en fait. C'est un programme hyper complet. On peut toujours améliorer les choses, mais en tout cas moi, ma façon dont je l'ai vu, je n'aurais rien changé à la façon dont les choses se sont passées, et parce que ça m'a appris vraiment beaucoup en fait. Autant, faut pas que je rentre dans les détails, j'ai appris plus que si j'avais suivi des études sur le sujet des fois, je pense. Parce que être dans la théorie et être dans la pratique, c'est deux choses différentes et c'est un vécu différent aussi. Quand on est dans le théorique,
on se dit je le fais et puis on verra sur place. Mais là t'es sur place, donc t'es obligé de tout comprendre tout de suite, de tout gérer tout de suite, de tout assimiler et surtout de faire en sorte de pouvoir utiliser ce qu'on te donne et ce qu'on te dit en fait. C'est la valeur de ce programme aussi est là. J'étais dans un groupe hyper soudé, hyper motivée aussi. Et je pense que c'était très important pour nous la motivation, vu que avec tout ce qui s'est passé en même temps, le Covid, le gilet jaune, les grèves aussi, je crois qu'on est tombé dessus. Enfin, c'était très très animé et ça nous a permis d'apprendre encore plus. Donc le programme 3-2-1, ça a été mon tremplin, mon grand saut dans le vide en fait. J'avais certes pas de taf, mais surtout j'étais préoccupée par la santé de ma proche. J'étais chez les médecins, dans les hôpitaux. Je me bagarrais pour essayer d'avoir un petit peu de sous à la fin du mois. Enfin, j'avais mon rêve du coup. À côté, je voulais réaliser ce projet, je voulais monter ce projet parce que je pouvais l'appeler projet maintenant. C'était plus qu'un rêve. Et là, j'atterris dans le programme 3-2-1 avec ce petit projet que j'avais tenu au chaud, mais que je me disais, bon allez, on tente. Et là, ça y est, j'y étais, quoi. Et c'était assez fou, en fait, pour moi. L'avant-après était assez fou. Je pense que je peux renommer le programme 3-2-1 par sortir de sa zone de confort de manière violente. De manière très violente pour moi. Parce que c'est une autre ambiance, hein, vraiment. On est entouré de grandes personnes, dans des grandes salles, très belles salles, et on croit en nous, quoi. Ou sinon on serait pas là, en fait. Et tous ces trucs-là, ça change. Ça change de moi où j'étais avant. Et voilà, c'est assez dingue, en fait. Et puis après, quand on commence à le construire, le truc, et que tu vois qu'il y a des choses qui commencent à être concrètes, c'est assez fou. Et du coup, je clôt ce sujet. Il y aurait trop à dire dessus, donc je passe. Je voulais pas rentrer dans les détails, mais bon, programme 3-2-1, c'était impossible. La suite de l'histoire, c'est que nous, on a commencé le programme en octobre 2019. Donc vous voyez où je veux en venir. Octobre 2019. En décembre, il y a eu les grèves. Ensuite, il y a eu les grèves de transport. Et ensuite, crise sanitaire, bonjour. Il y a eu le confinement qui nous est tombé dessus de manière inopinée. Et à ce moment-là, j'ai fait aïe. Effectivement, comment ça se passe? Et bah, en fait, ça se passe pas. Et c'est là qu'on se dit, mince, bon, la seule carte qu'on peut encore jouer, c'est l'impro, en fait. Tu improvises, tu t'adaptes et tu réagis. Parce que faire en mode bon bah je peux rien faire, tant pis, on se revoit plus tard, non, tu peux pas. Surtout tu tiens à ton projet, t'as vu qu'il y a des avancements, ça veut dire que ça peut se concrétiser, ça peut se réaliser, t'es à 2 doigts de le faire, c'est pas possible. Et à ce moment-là, improvisation, réaction, ça a été de rebondir voilà avec l'association en fait. Parce que j'avais envie de faire des choses, parce que j'avais envie de créer des choses, mettre en place des choses. Moi ma volonté la première, c'était vraiment l'action quoi, créer des événements, créer des trucs autour des jeux vidéo, du numérique. Et j'ai vu qu'avec l'association, c'était possible aussi. Et donc du coup, j'ai fait ni une ni deux, allez hop. On crée une association et comme ça, on n'est plus avec le boulet au pied. On peut faire des choses, on peut avancer. J'ai évidemment été aidée avec le programme, avec mes coachs. Donc voilà, création de Good Luck Paris en mai, officiel hein, bien sûr, puisque avant ça, on a fait plusieurs tentatives de création, mais c'était un peu ralenti par là aussi, mais bon, confinement Covid, vous savez. On a fait notre première émission en juin et ça aussi c'était super cool. Avec l'aide du coup de Loisirs Numériques et de Servant Fisher qui a accepté d'être l'animatrice de cette émission. C'était vraiment super. J'ai beaucoup appris avec le contact humain que j'ai eu, toutes les personnes qui ont travaillé autour du projet. Tout ce que je peux rajouter, c'est que le programme 3-2-1, la fin du programme a été reportée. Bah, forcément, eux aussi, ils ont été un peu pris au dépourvu avec le confinement et tout ce que ça a engendré par la suite. Donc on est la seule édition, même je pourrais dire, à avoir eu 1 an dans le programme actif, si je puis me permettre. Donc voilà, nous c'était de octobre à octobre, on a passé le jury le 1er octobre pour ceux qui réussissent, entre guillemets réussissent, ça veut dire que vraiment le projet
à avancer et qui a une visibilité sur la suite gagne une dotation. Et du coup, moi, j'ai une dotation. Ouh, youpi. C'était une très bonne surprise aussi. C'était fou, en fait. Pour moi, c'était fou. Je sais pas si j'ai pu vous le retransmettre de la même manière, mais en fait, de ce point A à ce point B, c'était vraiment une aventure formidable que je continue encore aujourd'hui, hein, bien sûr. Vous voyez bien, je suis présidente de Good Luck Paris. Good Luck Paris est toujours là, fonctionne. Pour l'instant, on crée les fondations pour pouvoir mettre en place des actions régulières avec des membres actifs, etc. On prévoit environ juin pour avoir mis les fondations bien en place. La prochaine action qui va être mise en place, je vous spoil un petit peu, qui s'appelle le Wanted Wall et qui va nous permettre de vraiment faire fonctionner Good Luck Paris avec les bénévoles, les membres actifs, etc. et de le rendre un peu autonome. Et ça risque d'être vachement cool. On espère vraiment que Good Luck Paris, ça va pas être juste une tête et des bras. On veut que ce soit plein de têtes et plein de bras. Et voilà, on travaille pour ça. Et en même temps, donc du coup, Nils Katoun, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que vous pouvez tout voir sur Twitch, les réseaux, etc. J'ai une transparence que je veux garder en fait et que je vais même continuer à travailler sur cette transparence. À part peut-être répondre à une question que je me suis posée et qu'on m'a posée en fait. C'est quand on me l'a posée, je me dis ah oui c'est vrai, c'est une bonne question. C'est comment est né Nils Katoun? Parce qu'à la base, je voulais être seulement Nielsen, présidente d'association. Et je me disais, je me dépatouillerais pour faire des trucs un peu perso, mais les intégrer du coup dans les valeurs de l'association. Et c'est à ce moment-là, et vous allez voir à quel moment c'est tombé, c'est avec le Z-Event. C'est tombé à ce moment-là parce que quand j'ai vu ce qu'ont fait tous ces Twitchers, tous ces YouTubers, toutes ces personnalités du numérique, comment Zerator a organisé cet événement et tout, et je me suis dit mais en fait t'as pas besoin de te contraindre à être tout le temps hey, Nielsen professionnel, Nielsen qui est toujours bien droite, machin, maquillée, bien coiffée, t'es pas obligé d'être cette personne parce qu'en fait il y a aussi un bout de toi qui existe et qui est cool aussi en fait. Je t'assure, elle peut être sympa, tu verras. Et je me suis dit mais ce bout de toi aussi a besoin de s'exprimer, a besoin de jouer, a besoin de déconner, a besoin de faire des conneries parce que c'est un peu aussi une partie de moi et c'est comme ça que je crée aussi certains événements complètement tarés que vous verrez peut-être 2021 que je pourrais en mettre au moins un en place. Voilà, il y a aussi cette personne-là qui... Enfin, cette personne, faut que j'arrête, hein, je ne suis pas schizo. Mais il y a aussi ce bout de toi qui veut s'exprimer et faire des trucs vachement sympas. Et je me suis dit, mais carrément en fait, et je pourrais être aussi bien moi et je pourrais être aussi bien la présidente parce qu'en fait ce sont pas deux personnes différentes justement, mais c'est juste deux cadres différents et point. Et c'est là que je me suis dit, ok, et vu que je veux aussi laisser parler ma folie, mais que j'ai besoin aussi d'avoir mon cadre pro, j'ai créé Nils Katoun. Mais bien sûr que ce sont deux personnes totalement en symbiose. J'ai aussi quelques bonnes idées folles sur Good Luck Paris qui arrivent et que j'ai hâte de mettre en place, mais il nous faut quelques paires de manches en plus. Et voilà, je crois que j'en suis arrivée à la fin de ma petite histoire. Ma lutte personnelle, en fait, j'ai lutté pour sortir d'une bulle dans laquelle j'étais accrochée. Ça veut dire que c'est une bulle que je porte toujours aujourd'hui, mais c'est plus un boulet à ma cheville en fait. C'est vraiment une petite bulle que je fais attention de ne pas faire exploser parce que du coup je dois m'occuper de cette proche. Je dois m'occuper de ma vie perso, quoi, de ma vie familiale en fait, c'est normal. Mon premier soutien c'est ma famille. Je sais pas les autres, enfin d'autres peuvent avoir d'autres relations. Il y a tout type de relations avec sa famille, mais la mienne c'est vraiment fusionnel un peu. J'ai besoin de ma famille pour avancer et voilà. Point. Tout simplement j'ai besoin de ma famille. Et du coup, c'est pour ça que c'est aujourd'hui devenu une petite bulle que je garde, dont je prends soin. Mais aujourd'hui, je peux aussi m'occuper de ma vie perso, de ma vie pro. Plus pro en ce moment parce que du coup, vu que je mets les fondations de Good Luck Paris, c'est un peu compliqué, mais ça en vaut tellement la peine. Ça, j'ai rien à dire dessus. Mais en tout cas, voilà, tous ces événements en fait ont fait qu'aujourd'hui je suis totalement multitâche. J'ai pu organiser ma vie en fait pour m'occuper de tout. Et puis voilà, j'ai pu m'en sortir. J'ai pu sortir de cette matrice qui m'avait isolée et qui m'avait vraiment renfermée au final. Et d'où aussi mon refuge dans les jeux vidéo. Hein. C'est aussi ça. Mais il faut s'en sortir au bout d'un moment parce que
ça s'arrête pas en fait. Et on se dit bon, on verra demain, on verra la semaine prochaine, on verra le mois prochain, on verra l'année prochaine, on verra dans une autre vie quoi. Mais non, il faut se relever, il faut se battre, il faut faire face. Et puis moi la meilleure leçon que j'ai eue, c'est qu'en fait c'est très bien parce que j'ai été aidée et je suis tombée sur des opportunités que j'ai bien faites par rater. Et ça m'a permis aussi d'avoir confiance en moi du coup, un peu plus chaque jour. Je vous rappelle, moi au départ j'étais la petite timide, renfermée, toute peureuse, hein. J'étais pas la fille qui dit bon bah, allez on va se faire un stream face cam, allez bim bam boum, hein. Non non non. Mais c'est en faisant face et en sortant de sa zone de confort qu'on élargit sa zone de confort. Et donc du coup la zone d'inconfort devient encore plus loin et on grandit en même temps. Donc c'est un conseil que je peux donner, c'est vraiment oser en fait. Et ça revient beaucoup sur ma chaîne YouTube quand je fais des vidéos, sur mon Insta. C'est vraiment un truc tellement important. Il faut oser, faites-le. Personne ne le fera pour vous en fait. C'est terrible hein, mais c'est totalement vrai. Personne ne fera rien pour vous. Faites-le vous-même. La satisfaction que ça apporte d'avoir fait quelque chose est énorme. Et même s'il y a un échec derrière, même si j'aime pas du tout ce mot parce qu'un échec, c'est pas un échec en fait. Ne pas réussir quelque chose, c'est d'apprendre au moins à savoir comment ne pas réussir quelque chose et au mieux à apprendre comment peut-être le réussir après en fait. C'est de l'analyse, c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience. Donc voilà, je sais que la culture autour de ça en France est un peu négative, mais je crois que c'était aux États-Unis que même sur le CV, il faut dire où tu as échoué parce que du coup, ça montre tout ce que tu as essayé en fait. J'espère que ça aura aidé un peu certaines personnes à vouloir se relever. C'est vraiment aussi un objectif de Versus et puis de se révéler, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais en tout cas, je suis super contente de comment j'avance, je suis très contente de ce que je suis aussi. C'est vraiment cool que la partie rêveuse n'a jamais été tuée, elle a même été préservée au final, mais que la partie sérieuse s'est endurcie. Faut bien que je conclue à un moment et c'est vraiment là-dessus que je veux conclure, c'est que ça n'a pas été facile la lutte que j'ai menée, mais en tout cas la personne que ça m'aide à devenir, ça me plaît, elle me plaît. Et en même temps j'ai fait des rencontres absolument incroyables sur mon chemin, des rencontres de personnes que je garde encore aujourd'hui et que j'espère garder encore dans le futur. J'aime la façon dont se façonne ma vie. Et tout ce que j'espère, c'est de continuer à monter en fait, de continuer à réussir et de continuer à m'épanouir et avec un peu beaucoup d'efforts, j'espère que je pourrai aussi aider ma famille à remonter et c'est très très important pour moi. Donc voilà, merci d'avoir suivi Versus, le premier épisode d'une longue lignée, je l'espère. On voit ça l'année prochaine et en attendant on vous attend sur Good Luck Paris, sur nos réseaux. Rejoignez-nous, bientôt la campagne d'adhésion. Je vous souhaite le meilleur et je le répète encore, osez, vraiment. On n'a qu'une seule vie, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Moi je savais pas ce qu'elle me réservait, comme quoi elle avait peut-être déjà prévu un peu le coup. Mais en tout cas, on ne sait pas quand on rate les opportunités, donc faites-le plutôt que de vous dire si j'avais fait, qu'est-ce qui serait passé. Au moins faites-le et vous dites ah, il s'est passé ça. Voilà.